Bonjour à tous, je vais vous dévoiler la code B de Catarina Castro. Un soir d'août 2015, Catarina donne des somnifères à Badré, le père de ses 4 enfants. Et une fois le colosse d'1,90 m et 120 kg endormi, elle l'étrangle avec une sangle. Et pour être certain qu'il soit bien mort, elle le plante de 6 coups de couteau. La suite est terrifiante. Catarina demande à ses 2 fils aînés de se débarrasser du cadavre de leur père. Les garçons le brûlent et l'abandonnent sous un pont. Pourquoi cette mère de famille qui n'avait jamais eu affaire à la justice bascule-t-elle dans le crime? Aujourd'hui dans Code B, nous allons tenter de comprendre comment une femme ordinaire peut tuer. Dans la code B du dossier d'instruction de Catarina Castro, il y a tout un tas de documents pour tenter de comprendre pourquoi. Elle dit que pendant 30 ans, son conjoint l'a maltraitée, humiliée et même violée. Mais elle n'a jamais porté plainte, pas la moindre maille courante. Catarina Castro a été jugée en avril 2021 par la cour d'assises de Nîmes. Après 4 années de détention provisoire, elle comparaissait libre. Et elle a accepté de nous parler et de tenter de nous expliquer. Je l'ai rencontré, j'avais 14 ans. Et les coups ont commencé vers 16 ans. Donc jusqu'à 43 ans. Donc voilà, ça fait beaucoup d'années. Même si c'était pas au quotidien, ça a été beaucoup d'années. Pour moi, c'était ma vie, c'était comme ça. Ma vie était comme ça, c'était normal. C'était normal. Ouais, c'était normal. C'est bien plus tard que j'ai compris que c'était pas normal. Quand la psy me disait que j'étais une femme battue, je disais non, je n'étais pas une femme battue. Parce que pour moi, une femme battue, c'est battue tous les jours. Mais non, même une fois de temps en temps, une femme, il te lève la main dessus, tu es une femme battue. Le corps de Badré Fakir est découvert sous ce tunnel de l'ancienne route d'Anduze le 1er septembre 2015. L'autopsie révèle des marques de strangulation et des blessures à l'arme blanche. Le corps a aussi été brûlé post-mortem. L'enquête se tourne rapidement vers la piste familiale. La femme de la victime finit par avouer les faits. Ses 2 fils reconnaissent eux avoir déplacé le corps et y avoir mis le feu. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et pourtant, je l'ai fait. Mais je sais que j'ai sauvé ma vie et celle de mes enfants. Donc, je le regretterai tout le temps, tout le temps. Enquête de personnalité rendue le 23 mars 2016. Témoignage d'une sœur aînée de Catarina Castro. J'étais la plus proche de Catarina. Ma sœur était terrifiée par son mec depuis pas mal d'années. Elle avait peur tout le temps. Elle sursautait quand le téléphone sonnait à la maison. Elle se précipitait pour répondre. Bon, forcément, c'était lui, hein. Il l'a fliqué, il l'a surveillé. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois insulter ma sœur. Il la menaçait. Et il pouvait se mettre dans une rage folle. Pour lui, ma sœur, c'était sa chose. Vous savez, quand il vous braque un fusil sur vous et qu'il vous menace de tuer, croyez-moi que ça fait peur. Moi, je prenais mon fils, je mettais mon fils au milieu parce que je savais qu'il ne tuerait pas sur mon fils. Ou quand il prend un couteau et qu'il vous le met sur la gorge. Ou quand il prend un pistolet et qu'il vous le met sur la tempe et qu'il vous dit « Je te bute et je prends 20 ans. Je m'assois près de toi et je prends 20 ans. » Croyez-moi que quand vous le connaissez, que vous avez peur de lui, eh bien vous ne le prenez pas à la légère. Enquête de personnalité, rendue le 23 mars 2016 par Karine Poulain-Lebon. Bien que ses proches la pensent dotée d'une grande force de caractère, tous disent avoir constaté qu'elle perd des pieds ces derniers mois, ces dernières années. Toujours sous pression, énervée, stressée et sur le qui-vive, elle perdait patience avec ses enfants et exprimait à quelques rares proches sa lassitude et son mal-être. Et une fois, pas longtemps avant les faits,
Il m'a étranglée, j'ai cru que j'allais mourir, je suffoquais, je lui demandais s'il te plaît, pour les enfants, ne me tue pas pour les enfants, ne me tue pas pour les enfants. Je me rappellerai, il était à cheval sur moi, il m'étranglait avec ses 2 mains, je suffoquais. Il m'a dit c'est pas grave, on va en faire des orphelins, t'es bâtard. Six mois après avoir tué son compagnon, Catarina Castro est expertisée par un psychiatre, le docteur Layet. Alors, je rencontre Catarina Castro plusieurs mois après les faits mis en cause, alors qu'elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes. Et au moment où je l'examine, c'est-à-dire on est au parloir avocat de la maison d'arrêt de Nîmes, elle me fait plutôt bonne impression, je vais dire. C'est-à-dire qu'elle se prête sans difficulté à l'examen, elle répond aux questions, elle a une présentation qui est plutôt soignée et elle va se prêter à l'exercice de l'expertise sans difficulté particulière. Elle ne va éluder aucune question, ni aucune interrogation de l'expert, et en même temps, elle va apporter des précisions quand elle peut les apporter. Il va y avoir aussi, contrairement à ce que j'avais retrouvé dans le dossier, une dimension émotionnelle, c'est-à-dire lorsqu'elle va revenir à la fois sur son histoire personnelle, mais aussi sur sa relation donc avec la victime, on va sentir à plusieurs reprises qu'elle est prise d'émotion, alors qu'elle avait été décrite dans les documents tout au long de la procédure plutôt froide et plutôt distanciée, ce qui n'a pas été le cas lors de l'expertise. Lorsque je lui demande quelle est sa position par rapport aux faits qui lui sont reprochés, sachant que le rôle de l'expert, c'est pas la recherche de la vérité, mais c'est plutôt d'essayer de voir comment la mise en cause va être amenée à les décrire. Elle va commencer non pas par le jour du passage à l'acte, mais elle va commencer par son histoire avec l'intéressé, et elle va la faire débuter dès l'adolescence, et elle va commencer par décrire dans les détails cette relation sentimentale qui durait depuis des années et qu'elle subissait depuis des années. Ce qu'elle va me dire, en fait, c'est qu'elle a rencontré Badré alors qu'elle était très jeune, qu'elle était adolescente, elle avait à peu près 14 ans. C'est son premier amour, c'est son premier petit copain, entre guillemets. C'était une famille qui était assez... qui pouvait être présentée comme une famille assez unie. Et en fait, elle a quitté le giron familial pour venir s'installer avec lui. Donc quelque part, elle a jamais eu de période réellement d'autonomie où elle a appris à fonctionner de façon autonome. Elle quitte la préadolescence, puisqu'elle avait 14 ans, pour rapidement après aller s'installer avec ce compagnon sans vivre vraiment d'autres expériences de l'adolescence. Donc elle a jamais vraiment acquis, ou en tout cas réussi à acquérir une certaine autonomie psychique ou une autonomie de fonctionnement. Enquête de personnalité, rendue le 23 mars 2016. Témoignage d'une sœur aînée de Catarina Castro. Cathy, c'était la dernière, la 6e. Un peu la chouchou. Elle était toute jolie, toute mince. Mes parents juraient que par Catarina. Alors quand ils ont vu qu'elle choisissait de se caser avec son premier amour, forcément, ils ont déchanté. D'autant que ils l'appréciaient pas, Badré. Ils lui avaient bien dit, Badré, c'est pas un homme pour elle. Ils lui ont dit, ils l'ont rabâché, elle a rien voulu entendre. Alors mes parents, j'avais pas confiance en lui. Ils le connaissaient bien, c'était un gamin du quartier, comme nous. Et à la sud de Nîmes, il avait mauvaise réputation. C'était un joueur, c'était un coureur de jupons, et puis il buvait. Son compagnon, effectivement, il est d'une origine que sa famille n'accepte pas vraiment. Donc d'un côté, on a un milieu Castro plutôt espagnol, portugais, finalement assez traditionnel, et qui projetait pour la petite dernière de la famille un autre avenir que celui-là. Et en fait, elle va se mettre en rupture avec sa famille pour vivre sa relation sentimentale, ce qui va finalement l'isoler encore plus, puisqu'en fait, elle n'avait pas de solution de secours. Elle a créé elle-même, finalement, cet isolement. Alors,
peut-être parce que c'était aussi l'adolescence et qu'elle avait une volonté de s'autonomiser, et comme sa famille était quand même très très présente, j'allais dire presque un peu sur son dos, en tout cas c'est comme ça qu'elle le ressentait, une des façons d'échapper un petit peu à ce poids familial, et c'était de s'autonomiser, mais un peu dans la brutalité, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire couper de façon assez radicale avec sa famille, et en même temps elle a choisi un homme qui comment je puis dire, oui, lui a permis de rompre de façon assez radicale avec son milieu familial. Et rapidement, ce qu'on va voir, c'est que cette relation, elle est assez déséquilibrée. D'abord parce que son compagnon est plus âgé qu'elle. Ensuite parce que c'est sa première expérience sentimentale. Ensuite parce que ce sont ses premières expériences sexuelles. Et donc très très rapidement, il va y avoir une relation avec un dominant qui va être Badré, et puis Madame Castro qui va être, on va dire, en quelque sorte soumise. Il avait des relations extra-conjugales, puis il est allé jusqu'à avoir une maîtresse, et puis vraiment une autre femme, et tout en ayant cette autre femme, il continuait à venir au sein du domicile conjugal, et il pouvait, à l'occasion d'une journée, rejouer son rôle de père, rejouer son rôle de mari, pour le lendemain ou le surlendemain repartir et revivre avec une autre femme. Donc on était vraiment dans quelque chose qui est, quand on le regarde, un peu très surprenant. Rapport d'examen psychiatrique du 22 avril 2016. Le docteur Layet, psychiatre, cite Katharina. Ouvrez les guillemets. Les maltraitances ont commencé tout de suite. Il était très jaloux. Lorsque j'étais enceinte de Michael, je voulais avorter. Je suis allé au planning familial, mais j'ai trouvé le lieu trop tard. Lui m'a dit, j'ai une solution. Et il m'a mis des coups dans le ventre. Fermez les guillemets. Il était maître de ma vie. Je croyais que je faisais ce que j'avais envie, mais non, je faisais ce qu'il avait envie, sans m'en rendre compte. Envie, mais comme lui l'a décidé. Mais on ne s'en rend pas compte. Pour lui, c'était ma faute. C'était moi la coupable. C'est moi qui provoquais, parce que je ne l'avais pas écouté. Si on en est arrivé là, c'était ma faute. Lui, non. Il n'était pas coupable. Je l'avais mérité. Je l'avais provoqué. Quand j'entendais la voiture arriver, je me penchais au bord de la fenêtre pour pas qu'il me voie. Et je voyais à sa tête, à son visage, à ses yeux, je voyais si j'allais prendre des coups ou si ça allait bien se passer. Ça va ma chérie? Allez, viens me faire un gros câlin. On s'en fout que le dîner soit pas prêt. Les gosses, ils s'attendent. Allez, viens. Viens, j'ai envie de toi. Il avait deux visages. Un visage gentil, on pouvait parler de tout, on rigolait, voilà. Mais quand il était de l'autre côté, c'était le visage noir, et là, c'était... il savait plus ce qu'il faisait. Je crois que je sais même pas s'il contrôlait ce qu'il faisait. Cathy, tu es encore sortie seule faire les courses là? Tu as mis cette robe là? Tu veux plaire au mec, hein? C'est ça, tu veux te faire baiser, t'es vraiment une petite traînée. Je peux pas te faire confiance. Arrête de chialer, arrête. Tu sais quoi? Je vais te défoncer en fait. Tu vois le couteau là? Je vais te planter, espèce de pute, toi. Elle va subir des violences physiques qui se manifestent par des coups de poing, des coups de pied. Maître Aoudia, avocate de Katharina Castro. Y compris quand elle dormait, pour des motifs qui n'ont aucun sens. Parce qu'elle n'aura pas fait le café à l'heure, parce que le café sera trop chaud, parce que la cuisine a été mal préparée ou elle n'a pas été préparée en temps voulu. Tout était prétexte pour recevoir des coups physiques. À ces coups physiques vont s'ajouter des humiliations après son accouchement. Ces humiliations consisteront notamment, alors qu'elle travaille, la récupérer de son travail, l'amener dans des caves, lui indiquer qu'elle allait être victime de viols multiples par l'ensemble des jeunes de la cité, la déshabiller, lui parler de façon obscène, l'obliger à réaliser une fellation dans ce contexte morbide,
et puis la jeter sur un périphérique, vêtements déchirés, soutien-gorge déchiré, moitié de sein qui pouvait être en l'air. Les humiliations vont se poursuivre, à titre d'exemple, par lui imposer des maîtresses, lui envoyer certaines vidéos avec l'obligation de se taire. Les humiliations vont être aussi liées aux différents viols lorsque, à 2h, 3h ou 4h du matin, alors qu'il a quitté le domicile et qu'il vit avec sa maîtresse, elle devait obtempérer à ses désirs sexuels. Donc, c'était cela en permanence pendant près de 20 ans. Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelatte. La Côte B, c'est un dossier qui renferme toutes les expertises qui décryptent la personnalité de l'accusé. À l'expert psychiatre, Catarina Castro confie des années de maltraitance, de violences verbales et physiques et même de viol. Mais elle n'est jamais partie. Elle n'a pas non plus porté plainte. Ça devient une routine après. On a peur, on veut pas le contrarier parce qu'on a peur de prendre des coups. Donc on réfléchit même plus. On agit, il dit, on agit. Parce qu'on a peur de prendre des coups. Voilà. En tant que psychiatre, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont elle a laissé s'installer une violence assez banale du quotidien. C'est-à-dire que au début, c'était pas des violences physiques, c'était plutôt assez verbal, c'était plutôt des propos dénigrants qui la rabaissaient. Et Badré, il n'est pas passé tout de suite à des violences physiques. C'est un curseur qui est monté très très progressivement dans la relation. Et c'est une des raisons pour lesquelles finalement elle n'a pas porté plainte. Parce que elle a accepté progressivement que s'installent ces maltraitances. Et il n'y a pas eu du jour au lendemain des violences physiques graves. Et ensuite, ça s'est manifesté par des périodes, des épisodes, et ça, elle le décrit très bien. C'est-à-dire que son compagnon pouvait être violent, et puis le lendemain, venir s'excuser, venir dire qu'il le ferait plus, venir dire qu'il l'aimait à la folie. Et c'est comme ça que finalement, elle a laissé s'installer cette situation de maltraitance, et c'est une des raisons pour lesquelles, petit à petit, l'intensité augmente, et finalement, elle apprend à accepter l'inacceptable. Oh ma Cathy, je suis désolé, j'ai pété un plomb. J'ai été nul, je suis désolé ma chérie. Faut que tu me pardonnes, je t'en supplie, je recommencerai pas. Mais c'est parce que t'es sortie seule aussi avec cette putain de jupe là, ça me rend dingue. Je me dis qu'ils vont tous te sauter. Excuse-moi mon amour, je t'en supplie, pardonne-moi. Et oui, il s'excuse et après c'est je le ferai plus, t'inquiète pas, c'est une erreur, je me suis emportée. Et voilà. Des fois, il a même été capable de me dire « Frappe-moi pour que je ressente la douleur que tu ressens. » Et je disais « Mais ça sert à rien. Pourquoi tu veux que je te frappe? Pour que tu souffres toi aussi? Je souffre pas assez. » Donc je sais qu'il s'en voulait. J'avais l'impression que c'était plus fort que lui. Donc j'acceptais ses excuses. Mais oui, elles étaient réelles. Pour moi, elles étaient réelles. Mais si, pour moi, oui. Depuis son arrestation, Catarina Castro est défendue par maître Khadija Aoudia. On a la parfaite illustration d'une personne qui est sous emprise. Et on retrouve les mécanismes de l'emprise. Et l'auteur va à nouveau revaloriser sa victime en expliquant, tu vois ma chérie, quand tu te comportes bien, eh bien tout se passe bien. Tu es capable parce que tu as compris que c'est mon amour, mais l'intensité de mon amour qui fait que j'ai été amenée à porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de ta personne. Et plus le cycle se répète, plus l'emprise devient de plus en plus importante, à telle enseigne qu'elle n'arrive plus à exister par elle-même, elle ne peut exister que par son bourreau. Enquête de personnalité rendue le 23 mars 2016 par Karine Poulain-Lebon. Monsieur Badré Fakir semblait se situer au-dessus des lois et s'arroger le droit de vie et de mort, au moins symbolique, sur sa compagne. Il avait instauré un rapport de force lui permettant toutes sortes d'humiliations et d'attaques d'une férocité croissante. Quand je suis rentrée en prison, que je lui ai dit je suis enfermée entre 4 murs, mais je suis enfin libre. Oui, libre parce que j'avais plus de pression, j'avais plus cette peur, cette angoisse, cette terreur
d'être dans la peur de vivre, de ne pas savoir ce qui va m'arriver, s'il va mal réagir, s'il est bien, si... Toute cette peur-là, cette terreur qui m'habitait, eh bien, en présent, j'étais libre. Parce que j'avais plus de pression, plus de peur, plus cette angoisse de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais subir. Et donc, elle veut tuer la peur. Et pour tuer la peur, elle est obligée de passer par tuer celui qui conditionne et qui est à l'origine de cette peur. Et c'est comme cela qu'on arrive à ces drames. Et c'est l'affaire Castro, mais c'est malheureusement toutes ces affaires tristement célèbres et de ces femmes qui n'ont jamais eu le courage de pouvoir pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Et j'allais dire, même pour certaines d'entre elles qui ont eu ce courage-là, on sait que pour certaines d'entre elles, la réponse a été malheureusement sans appel puisqu'elles en ont perdu la vie. Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelatte. Catarina Castro raconte à l'expert psychiatre que pendant des années, son compagnon l'a maltraitée psychologiquement et physiquement, et que pendant des années, elle a subi, sans le dénoncer, et sans fuir, jusqu'à ce dimanche soir de l'été 2015. C'est le soir, les enfants sont fatigués de cette journée, et Madame Castro, elle se retrouve avec Badré sur la terrasse, et ils consomment un peu d'alcool, ils ont passé une journée plutôt bien, et puis là, elle sent qu'il y a un moment d'effondrement chez lui, et puis là, ce soir-là, il va faire état de cette souffrance, mais de sa souffrance personnelle, mais aussi de sa souffrance dans sa vie de couple. Il va verbaliser auprès de Madame Castro en disant « il faut que ça se termine ». Makati, je veux te parler, j'en ai marre de notre vie, c'est la merde. Je suis malheureux, t'es malheureuse, je rends tout le monde malheureux, je sais, je suis un raté. Ça fait 30 ans que je te fais vivre un enfer, mais je comprends pas pourquoi. Il y a des fois où je t'aime, je te donnerai tout. Des fois, j'en peux plus, je vais te fracasser. Je m'en veux, tous les jours, toutes les nuits. Je me dis que ça doit s'arrêter, tout ça. On doit en finir. C'est plus possible, toi et moi. Ce soir, Cathy, c'est toi ou moi. Chez elle, c'est ce qu'on pourrait appeler un mot gâchette. Le docteur Layet, expert psychiatre. C'est-à-dire que il y a un peu tous les éléments qui sont réunis et puis elle voit cette réflexion-là comme un moment de bascule. Et ce qu'elle comprend, parce que il y a beaucoup d'implicites et c'est là où ça laisse quand même une place au doute de ce qui a pu se passer ce soir-là. Ce qu'elle comprend, c'est qu'il veut que ça se termine, qu'elle mette fin. La victime, elle est de confession musulmane. Maître Aoudia, avocate de Catarina Castro. Elle lui dit une chose très simple. Je ne peux pas, en raison de mes croyances, me suicider. Je te demande de me tuer. Si tu ne le fais pas, l'état dans lequel je suis conduira nécessairement à ta mort. C'est ou toi ou moi. Tu choisis, t'as pas le choix. C'est ça concrètement qui s'est passé ce soir-là. Je sais que ça peut paraître complètement paradoxal, mais il aimait sa femme, il aimait ses enfants. Et il était parfaitement conscient par moment, du mal qu'il causait. Il était conscient que le mal qui le rongeait conduirait tôt ou tard à commettre un crime. Et ça, il ne voulait pas. Mais à la fois, il n'était pas en mesure de se suicider parce que c'était contraire à sa religion. Tôt ou tard, ça finit mal. Soit je te tue, soit je te donne le choix de me tuer. Et c'est là où il y a tout ce rituel. Hein, donc, tu me tues quand je dors, donne-moi à boire, on va le faire comme cela. Et puis, ils orchestrent ensemble, en temps réel, l'endormissement pour commettre l'acte. Il veut que ça se termine pour lui. Et ce qu'elle va raconter ensuite, c'est que elle lui a pilé un certain nombre de somnifères qu'elle lui a fait prendre. Alors, c'est là où on peut quand même émettre quelques doutes. Est-ce qu'il était demandeur d'avoir un espèce de moment où il déconnecte et de s'endormir ou est-ce qu'il était vraiment demandeur de mourir ça, je pense que c'est laissé à l'interprétation de Madame Castro.
À partir du moment où on n'a pas la preuve de ces dires, tout peut être contesté. Sauf que dans le dossier, il y avait quelques éléments qui donnaient crédit aux déclarations de Katharina. C'est d'autres témoignages, notamment ceux donc de l'imam qui a pu croiser et être amené à voir Badré, la victime, se fracasser la tête contre le mur et en indiquant qu'il ne pouvait plus vivre et qu'il en avait marre de vivre cette vie actuelle. Ça, c'était un premier indice. Le deuxième indice, c'est que alors qu'il avait deux maisons, celle de sa maîtresse, celle de Katharina, il vivait dans une cave, une dépression totale, dépression psychologique totale. Donc il y avait un contexte qui démontrait que la victime était véritablement dépressive. Rapport d'examen psychiatrique du 30 août 2016 du docteur Laurent Layet citant Madame Castro. 2 points, ouvrez les guillemets, sur la balancelle, il y avait une sangle. J'ai mis la sangle autour de son cou, j'ai entouré la lanière autour de mon bras, je me suis mise debout sur son dos, j'ai pris appui avec les pieds et j'ai tiré longtemps, fermez les guillemets. Depuis l'adolescence, Madame Castro, elle a expérimenté ce qu'on appelle la dissociation. La dissociation, c'est-à-dire qu'elle est capable, à certains moments, de déconnecter son comportement de ses émotions. Sinon, elle n'aurait pas pu supporter tout ce qui lui a fait subir. Et donc, ces mécanismes de dissociation, elle les garde dans son fonctionnement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle a été capable de faire ce passage à l'acte. C'est-à-dire qu'au moment où Badré lui a dit « c'est toi ou moi », ce mécanisme de dissociation, il s'est aussi mis en route parce que Madame Badré, c'est aussi une femme finalement qui peut être assez émotive et qui est pas très sûre d'elle. Et finalement, une fois qu'il lui a lancé ce mot-là, elle s'est dissociée. C'est-à-dire que son comportement s'est dissocié de sa sphère émotionnelle et ça a permis le déroulement du passage à l'acte. Essayer de s'extraire de cette emprise et de ces situations si violentes, finalement, est-ce que ça pouvait se faire autrement que par la violence ? Je ne sais pas si Madame Castro, à ce moment-là, avait les ressources psychiques pour faire autrement. La seule façon, à ce moment-là, qui lui est venu pour s'échapper de cette emprise, c'est ce passage à l'acte-là. Après le meurtre, Katharina Castro n'appelle pas la police. Elle demande à ses 2 fils aînés de se débarrasser du cadavre de leur père. Ils vont le brûler sous un pont. Mais comment cette femme, mère de famille, assistante maternelle, a-t-elle imaginé un plan aussi diabolique ? Et pourquoi ne s'est-elle pas dénoncée ? On pense que l'état de sidération est uniquement un état d'âme affecté par les victimes. Il n'y a que les victimes qui pourraient avoir un état de sidération. C'est inexact. Il a été démontré par les experts psychiatres, les experts psychologues, que lorsqu'on est auteur d'une scène d'une extrême violence, on va subir aussi un état de sidération. En conséquence de quoi, ce n'est pas la raison qui prédomine, mais les émotions. Et les émotions à cet instant T, ils ne sont pas rationnels. On est sur véritablement l'irrationnel. C'est Madame Tout-le-Monde qui commet un crime atroce. Qu'est-ce se passe-t-il ? La question lui a été posée maintes et maintes fois, et elle dira « J'avais le sentiment au moment du passage à l'acte que ce n'était plus moi qui agissais ». Premier élément. Deuxième élément, quand on prend conscience de l'acte qu'on a commis et que la raison commence à prédominer, il y a un instinct de survie vis-à-vis de ses enfants. Elle en a 2, ils sont en bas âge. Si je me dénonce, qu'adviendra-t-il de mes 2 enfants ? Je tue mon mari pour les protéger, mais en le tuant, je les prive de leur mère aussi. Et la panique va prendre le dessus. Et une fois que la panique prend le dessus, eh bien, on agit tel un robot, sans réflexion, sans penser aux conséquences de ses actes, si ce n'est de vouloir dissimuler dans un premier temps son propre crime. En avril 2021, Katharina Castro est jugée pour l'assassinat de Badré, son compagnon.
Dans le box, à ses côtés, ses 2 fils aînés, Michael et Jordan. Ils ont brûlé le cadavre de leur père et la justice se demande si ça n'est pas eux qui ont tout organisé. Les accusés répètent que Badré était un père tyrannique et un compagnon violent. Mais ça n'est que leur version. La famille de Badré n'y croit pas du tout. On veut surtout connaître la vérité. La vérité parce que on a entendu beaucoup de mensonges dans cette histoire. On nous a beaucoup diabolisés, on a surtout diabolisé notre frère. Et nous, ce qu'on veut, c'est lui rendre justice. À un moment donné, c'est lui la victime. C'est lui la victime, il ne faut pas l'oublier. Il était peut-être pas parfait, mais lui, il n'a tué personne. Moi, ma conviction, c'est qu'effectivement, la partie civile et la victime n'est jamais une victime idéale. Maître Darrigade, avocat du frère de la victime, Badré Fakir. Et un homme, comme la victime, avait ses défauts, ses qualités, et elle avait peut-être, vraisemblablement, par moments, des attitudes qui pouvaient être violentes et inadaptées. Mais en revanche, c'est vrai que la question des violences conjugales dans ce dossier n'a jamais été clairement établi, objectivement prouvé, parce que il n'a jamais été opposé aux sœurs notamment de la victime un quelconque certificat médical ou une quelconque plainte qui puisse venir en attester de manière indubitable. Ces violences conjugales, elles sont quand même pas si évidentes que ça. Voilà, surtout sur la durée, surtout sur il y a plein de collègues de travail qui ne l'ont jamais vu porteuse de marques traumatiques, ces médecins non plus. Voilà, il y a vraiment une absence totale d'objectivation de ces violences conjugales et surtout de 30 ans de violences conjugales. Voilà. Nous avons accompagné Catarina Castro au cours de son procès. Les jurés vont-ils la croire? Vont-ils retenir qu'elle est la victime de violences de son conjoint? S'ils ne la croient pas, elle risque la prison à perpétuité. C'est quelqu'un de très effacé, très apeuré. Maître Aoudia, avocate de Catarina Castro. C'est impressionnant, elle a peur de tout. De son ombre, elle a peur de son ombre. C'est quelqu'un de très joli, qui était mince quand elle a connu Badré, elle était mince, très jolie fille. Ensuite, elle a été dans une obésité pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle recourt à une intervention au niveau des anneaux, au niveau de l'estomac, ce qui lui a fait perdre beaucoup de poids. Et depuis les faits, elle a perdu... alors déjà, avant les faits, elle avait perdu, je crois, une trentaine de kilos. Et depuis les faits, elle a dû perdre une vingtaine de kilos de plus. Elle a perdu la moitié de son poids. Elle est détruite. Sur un plan psychologique, elle est détruite. Elle n'existait pas avant, elle n'existe pas plus maintenant. Son combat, elle le mène pour ses 2 fils. Et ses 2 enfants qui restent. Point. Je sais que ça fait presque 6 ans maintenant que vous attendez le procès. Je n'ignore pas la tension qu'il y a sur vos épaules. Je constate encore que vous avez énormément maigri. Vous vous alimentez? Oui, mais j'ai du mal. C'est très dur. Bien. Nous sommes tous renvoyés pour des faits d'assassinat. C'est la qualification juridique. Or, il apparaît clairement des éléments de procédure, et c'est ce que l'avocat mettra en exergue, que la préméditation ne peut être retenue en ce qui vous concerne. Seul le meurtre pourra éventuellement être retenu. Et en ce qui concerne vos fils, ils n'ont pas participé à l'acte meurtrier, ils ont participé au transport du corps. C'est une autre qualification juridique et délictuelle, c'est ce qu'on appelle le recel de cadavre. J'espère que la vérité elle sera dite. Surtout que la vérité sera dite. Qu'avant d'être accusée, j'ai quand même été une victime. Une victime pendant de nombreuses années. C'est très dur la prison. C'est très dur, mais je sais que j'ai fait quelque chose de mal. Et je sais que je dois repartir en prison. Parce que j'ai fait du mal. J'ai enlevé quand même la vie de quelqu'un. Et ça
ça me portera toute ma vie. Toute ma vie, je le porterai sur mes épaules. Donc, la détention, pour moi, c'est normal. C'était normal. Je devais la faire. La faire pour payer ma dette. Rapport d'expertise psychologique du 30 août 2016. Adeline Paoli, psychologue clinicienne, écrit « Madame Castro apparaît comme une femme totalement dévouée à ses enfants, reléguant à l'arrière-plan ses désirs propres. Elle ne semble exister qu'à travers ce rôle maternel et est prête à endosser l'entière responsabilité de l'ensemble des faits plutôt que de voir ses enfants condamnés. » Tout tourne autour de ses enfants. Et à la fois, elle me dit, si je m'étais suicidée, ou si je l'avais laissé aller jusqu'au bout, c'est-à-dire me tuer, j'aurais laissé mes 2 enfants orphelins d'une mère, mais avec un bourreau. Et ça, je ne pouvais pas l'entendre. Alors, elle est passée par ces phases de vouloir mettre un terme à sa vie. Ce qui l'a retenu, ce sont ses enfants. S'il n'y avait pas eu ses enfants, il y a longtemps que Katharina serait passée à l'acte. Parce que la vie n'avait plus d'importance à ses yeux. Ce qui nous permet de remettre en cause, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de chronologie qui ne coïncident pas avec les éléments objectifs du dossier. Donc il y a dans son discours une part de mensonge qui est avérée et on ne sait pas pourquoi elle cache la vérité. En tous les cas, si vous voulez, moi je comprends qu'on puisse, par exemple, tuer quelqu'un parce qu'il nous a fait vivre un enfer. Maître Darrigade, avocat du frère de la victime, Badré Fakir. Et dire, comme elle l'a dit, parce que moi, maintenant que je suis en prison, je suis en liberté. Voilà, ça c'était une phrase choc qui a été utilisée. Et ça pourrait être vrai. Mais à ce moment-là, celui qui se libère en tuant, une fois que les policiers ils arrivent, si vous voulez, ils disent je l'ai tué, maintenant je suis en libéré. Enfermez-moi, mais je suis libre à jamais. Et il ne ment pas. Voilà. Tandis que là, s'il n'y a pas les caméras du voisin, on ne sait pas. Voilà, ils ont tout caché, ils ont maquillé, ils ont fait disparaître des preuves, découpé des tapis de sol, égaré les enquêteurs sur des fausses pistes. Et s'il n'y a pas un des beaux-frères aussi qui vient alerter, parce que il y a aussi un membre de la famille qui vient dire mais attention, il y a un gros souci, donc qui les balance un peu, quoi. Voilà, et ça, plus les caméras de vidéosurveillance, le crime, il pourrait être presque un crime parfait. Nous arrivons presque au bout d'un procès marqué par de multiples tensions et moments d'émotion. Hier soir, lors de la 4e journée d'audience, les avocats des parties civiles se sont succédés à la barre. On a eu parfois le sentiment d'être du côté de la défense, a déclaré l'un d'entre eux, faisant référence aux multiples questions et témoignages sur la personnalité de la victime. Il pouvait être un agneau comme il pouvait être un loup, avait notamment déclaré Michael Castro, faisant référence aux moments de complicité père-fils qui ont existé, mais aussi aux violences physiques et psychologiques infligées depuis l'enfance par Badré Fakir. Le parquet a ensuite procédé à ces réquisitions. Il apparaît que Katharina Castro est l'auteur des faits. Ses fils ont eu un rôle secondaire et ont agi au soutien de leur mère, a notamment déclaré le procureur de la République. Ce dernier requiert 14 ans de réclusion criminelle pour la mère de famille et 7 ans d'emprisonnement pour ses 2 fils. Les avocats de la défense effectuent en ce moment même leur plaidoirie. Le verdict est attendu en début de soirée. La cour. Voici les réponses aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. À la question numéro 1, l'accusée Katharina Castro est-elle coupable d'avoir à Millau, entre le 30 août et le 1er septembre 2015, volontairement donné la mort à Badré Fakir? Il a été répondu oui, à la majorité de 6 voix au moins. À la question numéro 2, le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec guet-apens? Il a été répondu non. À la question numéro 3, le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation? Il a été répondu non. À la question numéro 5, les faits ci-dessus spécifiés à la question numéro 1 ont-ils été commis en raison des relations ayant existé entre Katharina Castro et Badré Fakir? Il a été répondu oui, à la majorité de 6 voix au moins. En conséquence de ces réponses et au vu de ces textes, la Cour et le jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, condamnent à la majorité absolue
l'accusée Catarina Castro à la peine de 12 ans de réclusion criminelle. Acquitte Jordan Castro et Michael Castro. Eh, c'est bien, ça y est. Trop d'émotion. C'est tout. Eh. Ça y est. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu t'en souviens de ce que j'ai dit hier? Tu t'en souviens? Je ne me souviens pas d'après. T'as bien entendu le langage général ce qu'il a dit? Tu n'as pas entendu? Il a dit qu'on pas fait. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Allez. D'avoir organisé tout ça et s'en sortir si bien, ben oui, elle a quand même été très forte. Ouais, ça c'est sûr et certain, incontestablement. Maître Darrigade, avocat du frère de la victime, Badré Fakir. Mais bon, fallait la sauver. Mais j'avoue que je comprends mal qu'elle ait été choisie pour cet exemple-là de femmes battues et qui se seraient défendues pour sortir de l'enfer, parce que on est confronté là à un crime prémédité, odieux dans sa commission, odieux dans sa finition, odieux ensuite dans la manière qu'on a eu de d'égarer les enquêteurs en les guidant sur une piste mafieuse. On a tout en détruisant les preuves. Enfin, tout le comportement ante et post-mortem de ce monsieur Fakir est odieux. Voilà. Et donc qu'on ait pu trouver des circonstances atténuantes à ces gens-là. Bon, j'avoue que moi je suis un peu choqué. Voilà, j'ai toujours été un peu choqué de cette décision. Premièrement, un soulagement. Maître Aoudia, avocate de Catarina Castro. Un soulagement parce que même s'il était d'évidence que les fils Castro n'avaient pas participé à ce crime, le risque d'une condamnation était réel et sérieux. Aujourd'hui, la justice a été rendue, elle a été rendue avec une justesse, tenant compte à la fois des faits et tenant compte à la fois de la qualification juridique qui a été retenue. C'est une grande victoire pour cette famille. Effectivement, très émue parce que lorsque vous avez le cri d'une mère qui vient vous sauter dans les bras pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait, ben oui. Oui, parce que on a vraiment le sentiment que toute l'utilité des fonctions que nous occupons, elles ont réellement un sens. L'acquittement des deux garçons est pour nous une véritable victoire. Oui, aujourd'hui, je suis fière et honorée de la robe que je porte. C'est vrai que la situation de Madame Castro, pour moi, elle est extrêmement révélatrice. Le docteur Layé, expert psychiatre. De ce que certaines victimes, parce qu'à la base, Madame Castro, c'est une victime. Au tout début, c'est une victime avant d'être un auteur. Et ce qui est intéressant, pour moi, dans cette histoire, c'est comment on passe du statut de victime au statut d'auteur. Et c'est ça c'est cette transition-là qui est intéressante dans l'histoire de Madame Castro. Il y a plusieurs facettes de son avenir. Sur un plan d'abord psychologique, certes, celui qu'elle désigne comme son persécuteur a disparu, mais pas les traumatismes qu'elle a subis. Donc, il faut savoir si Madame Castro est capable d'entamer un travail qui va petit à petit lui faire cicatriser tous ces traumatismes de son adolescence et de sa relation avec Badré. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est quel est son avenir sur un plan plus social. Alors, il y a une peine de détention à faire. Et ensuite, à l'issue de la détention, il y aura une réinsertion. Et c'est sûr que, au vu de son histoire et de son faible niveau d'autonomie jusque-là, ses enfants vont être un facteur essentiel pour elle. C'est-à-dire que quelque part, elle, dans son psychisme, elle a fait ça en grande partie pour ses enfants. Donc, ce qui signifie qu'il faut quand même qu'elle ait encore pendant un moment le soutien de ses enfants. Et que quelque part, ils puissent reconnaître que, en partie, elle a fait ça pour eux. En tout cas, c'est utile dans sa reconstruction et c'est comme ça que elle le dit. Et après, au-delà de ça, dans quelle mesure elle va être capable de se reconstruire elle-même après une peine de détention, ça, seul l'avenir le dira. À l'heure où je vous parle, Catarina Castro purge sa peine. Elle n'a jamais été déchue de l'autorité parentale sur ses deux plus jeunes enfants.
C'était On de Lattre raconte Côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête Vincent Deby. Réalisation Boris Paczynski. Voix comédien Marlène Duré et le DAB. Le podcast de On de Lattre raconte Côte B est disponible tous les samedis matins dès 6h. À lundi, 14h. Bon week-end. Les plus grands criminels, vus de l'intérieur. Côte B, Christophe Ondelat sur Europe 1.